au cœur des terres rouges et fertiles du Djatoka, dissimulé entre les racines géantes d'arbres centenaires, se dresse le village de Bika. À première vue, c'est un lieu tranquille, bercé par les chants d'oiseaux et les rires d'enfants. Mais derrière cette façade paisible, une rumeur circule, discrète, mais tenace. Depuis quelque temps, des femmes disparaissent. Toujours les plus belles, les plus lumineuses. Et toujours après avoir croisé le regard d'un homme, Eloko. Il est charmant, poli, irrésistible. Sa voix ensorcelle, son sourire fait fondre. Mais ceux qui l'observent de près ressentent autre chose. Une inquiétude. Un frisson inexplicable. Lorsque Naya, jeune femme au passé trouble, arrive à Bika pour retrouver son amie Disa, elle ne se doute pas de ce qui l'attend. Disa a disparu. Et la seule piste mène à Eloko. Refusant de rester spectatrice, Naya se lance dans une quête où la séduction masque un piège, et où une flûte ancestrale héritée de sa lignée pourrait réveiller un pouvoir oublié. Ce qu'elle découvrira changera Bika à jamais. Car parfois, pour briser un sortilège, il faut savoir écouter les voix des mortes. Et jouer la mélodie que même les ombres craignent d'entendre. Le soleil déclinait lentement sur le village de Bika, étendant ses rayons dorés sur les collines et les rizières, enveloppant les arbres centenaires dans une lumière d'ambre. Les cigales chantaient, les enfants couraient pieds nus sur les sentiers de terre rouge, et une paix apparente régnait sur ce coin reculé du Djatoka. Mais sous cette quiétude se dissimulait une tension invisible, un silence entre les feuilles que seuls les cœurs attentifs pouvaient entendre. C'est dans cette lumière de fin d'après-midi que Naya apparut. Elle marchait seule, le visage marqué par la fatigue, les cheveux noués sous un foulard gris, et un sac poussiéreux en bandoulière. Ses sandales étaient recouvertes de boue séchée, ses bras griffés par les ronces, mais son regard demeurait droit, déterminé. Elle s'arrêta à l'entrée du village, là où deux arbres sacrés formaient un arc naturel, et où une statue de femme serpent, sculptée dans le bois ancien, gardait les lieux. Naya fixa la statue. Elle se rappelait les histoires de sa grand-mère, des récits murmurés le soir, à propos d'êtres anciens mi-humains mi-bêtes, de flûtes ensorcelées et de pactes oubliés. À l'époque, elle riait. Aujourd'hui, le souvenir la glaçait. Un vieil homme assis sous une véranda l'observait en silence. Il tenait une pipe entre ses doigts tremblants. Voyant qu'elle ne bougeait pas, il se leva lentement et s'approcha. « Tu es perdue » demanda-t-il d'une voix rocailleuse. « Non, » répondit-elle calmement. « Je cherche à rester quelque temps. »« Et tu cherches à fuir quoi, jeune fille ?»« Peut-être que je ne fuis rien. Peut-être que je cherche. » Il hocha lentement la tête, puis la conduisit jusqu'à une petite case abandonnée à la lisière du village. L'ancienne demeure d'une guérisseuse disparue, disait-il. À l'intérieur, l'air était imprégné d'eucalyptus séché et de terre. Naya le remercia, referma doucement la porte derrière elle, puis sortit de son sac une vieille photo. Elle et Disa, enlacées, souriantes, inséparables. C'était ici que Disa avait choisi de s'installer quelques mois auparavant. La dernière lettre de son ami évoquait un village paisible, un homme merveilleux, une nouvelle vie. Depuis, plus aucun mot. Le lendemain, Naya se mêla aux habitants. Elle se rendit au marché, se présenta, acheta des bananes, échangea quelques sourires. Les gens étaient accueillants, mais prudents. Lorsqu'elle évoqua Disa, les visages se fermèrent. Quand elle posa des questions sur un certain Eloko, certains baissèrent les yeux. D'autres lui parlèrent de lui avec admiration. Il est arrivé comme ça, un matin, racontait une vendeuse. Personne ne sait vraiment d'où. Il est si poli, si charmant, ajoutait une autre. Et si beau. On dirait un prince. Mais à mesure qu'elle écoutait, Naya sentait une angoisse sourde s'installer. Les femmes parlaient d'Eloko avec un mélange d'admiration et de gêne. Une tension dans leur voix, une hésitation dans leur regard. Quelque chose n'allait pas. Lorsqu'elle vit enfin Eloko, tout devint clair. Il était là, debout au bord de la rivière, vêtu d'un boubou noir aux reflets étranges, les pieds nus dans l'eau. Grand, élégant, le teint sombre et la posture droite. Mais ce furent ses yeux qui la frappèrent. Dorés, profonds, trop lumineux pour être naturels. Il la vit, s'approcha sans hâte. « Tu es nouvelle, dit-il, d'une voix chaude et douce. »« Naya. »« Eloko, » répondit-il avec un sourire. « Je vois que ma réputation me précède. On parle de vous, oui. » Le silence qui suivit était chargé. Il la scrutait, mais elle ne baissa pas les yeux. Elle ne voulait pas être une de plus. Elle n'était pas venue pour admirer, mais pour comprendre. Cette nuit-là, elle rêva. Elle marchait dans une forêt dense, tenant une flûte entre les mains. Un serpent géant surgissait des fourrés,
s'enroulaient autour d'elle, non pour la blesser, mais comme pour l'écouter. Une voix murmurait son nom. Quand elle se réveilla, le cœur battant, une seule pensée traversa son esprit. Disa n'était pas partie. Disa était ici. Ou du moins, elle l'avait été. Et Naya était venue pour la retrouver. Depuis plusieurs jours, Naya observait le même manège. Au lever du soleil, certaines femmes du village sortaient discrètement de chez elles. Elles ajustaient leurs foulards avec soin, parfumaient leurs poignets de fleurs écrasées, et passaient lentement devant une case bien particulière, celle des locaux. Certaines prétendaient se rendre au marché, d'autres faire leur lessive à la rivière, mais toutes espéraient la même chose, un regard, un mot, peut-être un sourire. Et Loco, lui, semblait partout et nulle part à la fois. Tantôt accoudé à sa porte, tantôt assis à l'ombre du fromager géant, parfois même en train de ramasser du bois en silence. Jamais pressé, toujours seul. Lorsqu'il parlait, c'était d'une voix grave, douce, presque hypnotique. Il écoutait plus qu'il ne parlait, et lorsque ses yeux dorés croisaient les vôtres, le monde semblait soudain ralentir. Naya l'observait de loin. Elle comprenait peu à peu le piège. Eloko ne courait après personne, il attendait qu'on vienne à lui. Et on venait. Les jeunes filles lui offraient des mangues mûres. Les veuves lui apportaient des plats chauds sans raison. Même les femmes mariées semblaient oublier leur nom en sa présence. Il ne promettait rien, et pourtant il semblait tout offrir. Un après-midi, elle décida de l'approcher. Elle le trouva assis sur une pierre plate au bord de la rivière, les jambes croisées, les mains posées sur ses genoux. Il fixait l'eau sans la regarder. Quand elle arriva, il tourna lentement la tête vers elle, comme s'il l'attendait depuis toujours. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. Le silence entre eux était dense, presque vivant. « Tu ne trembles pas, fit-il finalement, comme s'il parlait à la rivière. « Pourquoi devrais-je » répondit-elle calmement. Il sourit légèrement. « Tu es différente des autres. Elle fuit quand je parle. Ou elle tombe. Je ne suis pas venue tomber. Tu es venue chercher quelque chose. » Elle ne répondit pas. Il savait. Il savait qu'elle ne venait pas par curiosité ou admiration, mais par nécessité. Cela ne semblait pas le déranger. « Tu es l'ami de Disa. » Sa voix avait glissé sur son nom comme un serpent. Naya sentit ses entrailles se crisper. Elle est venue ici, elle aussi. Pleine d'idéaux, de colère. Elle voulait oublier. Je lui ai offert l'oubli. Tu veux dire que tu l'as effacée? Il tourna la tête, haussa les épaules. Disons qu'elle s'est dissoute. Parfois, les âmes trop pleines cherchent à disparaître. Ou bien on les vide à leur insu. Il ne répondit pas. Le silence qui suivit pesait comme une promesse de vérité. Naya fit un pas de plus. Elle n'avait pas peur, ou plutôt, elle en avait assez pour que la peur soit devenue un moteur. « Je ne suis pas Disa, dit-elle. Non. Tu es celle qui a hérité du champ. » Il se leva alors, et s'approcha d'elle. Elle sentit son odeur, étrange mélange de bois fumé, d'eau stagnante et de fleurs fanées. Une odeur ancienne, presque familière et dérangeante à la fois. « Ce n'est pas ton visage que je reconnais, Naya. C'est ta voix intérieure. Elle est tissée du même fil que celle de la gardienne. » Elle sentit une chaleur sourdre en elle. Il disait vrai. Elle ignorait comment, mais elle comprenait ce qu'il voulait dire. « Tu portes la mémoire. Et la mémoire est une arme, continua-t-il. Mais souviens-toi, toute arme peut se retourner contre celle qui l'utilise. » Elle se détourna de lui et s'éloigna sans un mot. Dans son dos, il ne la rappela pas. Elle savait qu'il la laisserait partir, parce qu'il était certain qu'elle reviendrait. Cette nuit-là, le sommeil la fuit. Elle s'allongea sur la natte de fortune et ferma les yeux, mais les images venaient à elle comme des tambours battants. Des femmes au visage vide. Disa, assise au bord d'un puits noir. Eloko, debout sur l'eau, les bras ouverts, une flûte brisée entre les mains. Et au centre de tout cela, une clairière. Un cercle de pierre. Une voix qui chantait sans bouche. À son réveil, elle sut qu'elle n'avait plus le choix. Si elle voulait retrouver Disa, elle devait comprendre ce chant. Et pour cela, il lui fallait plonger plus profondément dans les racines sombres de Bika. Depuis sa rencontre avec Eloko au bord de la rivière, Naya ne dormait presque plus. Le silence nocturne de Bika n'était pas un apaisement, mais une menace. Chaque nuit, des sons étranges troublaient son sommeil, un sifflement lointain, comme le frottement d'écailles contre le sol, des bruissements entre les arbres, des pas feutrés à la lisière de sa case. Lorsqu'elle ouvrait les yeux, tout était immobile. Mais son cœur, lui, battait à une vitesse démesurée. Elle commença à éviter les regards. Pas par peur, mais parce qu'elle lisait dans les yeux des villageois un secret qu'ils n'osaient plus nommer.
Les rires étaient devenus rares. Les femmes qui flânaient jadis dans les allées en riant dans leurs pagnes colorés passaient désormais furtivement, comme si une ombre pesait sur chacune d'elles. Un matin, alors que le soleil n'était pas encore levé, Naya se leva et prit la carte qu'elle avait retrouvée dans les affaires de Disa. Un dessin grossier y représentait une zone au nord du village, au-delà des champs cultivés. Le mot zombie était inscrit au centre d'un cercle, entouré d'un serpent qui se mordait la queue. Disa avait ajouté une phrase dans la marge, « Il dit que c'est sacré. Mais je l'ai vu y aller seul, avec une corde et une lanterne. » Ce fut suffisant. Naya enfila un pagne solide, glissa une dague dans sa ceinture, noua son foulard et quitta sa case à l'aube. Le village dormait encore. Elle traversa les plantations silencieuses, salua les arbres comme le faisaient les anciens, puis pénétra dans la forêt dense. L'air y était différent, lourd, chargé d'humidité et de secrets. Le sol était meuble, couvert de feuilles mortes. La lumière du soleil peinait à traverser l'épaisseur du feuillage, créant une pénombre constante. À chaque pas, Naya sentait une présence. Quelque chose qui l'observait sans jamais se montrer. Les murmures commencèrent peu après. Ce n'étaient pas des voix nettes, mais des chuchotements entremêlés. Comme si les arbres eux-mêmes parlaient entre eux, ou comme si les âmes de celles qui n'étaient jamais revenues tentaient de l'avertir. Elle ne s'arrêta pas. Après plus d'une heure de marche, elle déboucha sur une clairière. En son centre, un vieux puits de pierre, noir, couvert de mousse. Autour, disposés en cercle, des pierres gravées de symboles qu'elle ne comprenait pas. Le même serpent que sur la carte était là, gravé au sommet du puits. La corde qui pendait semblait neuve, mais la pierre autour portait les marques d'un usage répété. Naya s'approcha. Le silence s'était épaissi. L'air autour du puits était glacial. Elle tendit la main et effleura la pierre. Une sensation étrange remonta le long de son bras, une pulsation sourde, presque vivante. Une voix s'éleva alors dans son dos. Grave. Rassurante et terrifiante à la fois. « Tu ne devrais pas être ici. » Eloko venait d'apparaître à la lisière des arbres. Il était vêtu d'un boubou noir, sans tache. Ses pieds ne laissaient aucune empreinte. Son regard doré brillait dans la pénombre. « Je suis là pour comprendre, » répondit Naya sans trembler. « Tu es là pour ouvrir ce qui aurait dû rester scellé. Ce lieu n'est pas pour les vivants. » Elle s'écarta du puits, mais resta droite. Les battements de son cœur résonnaient dans ses tempes. « Disa est venue ici, n'est-ce pas? Et les autres aussi. Elles sont venues de leur plein gré. Elles cherchaient quelque chose. L'oubli. La paix. Je ne les ai jamais forcées. Tu les as séduites, vidées, puis offertes à ce puits. Tu crois que ça te rend moins coupable? » Elles ont choisi leur silence. Naya serra les poings. Une colère sourde montait en elle. Ce n'était pas de la haine, mais une soif de justice. Le regard d'Eloko s'assombrit. Il fit un pas vers elle. « Tu portes le chant. La flûte de la gardienne t'appelle. Elle te montrera ce que tu dois faire. Mais sache que si tu continues, tu ne reviendras pas indemne. Je ne suis pas venu pour venir. » Le vent se leva soudain, faisant danser les feuilles autour d'eux. Eloko recula dans l'ombre, son corps semblant se fondre dans l'écorce des arbres. En un battement de cils, il avait disparu. Naya resta seule dans la clairière. Elle se pencha à nouveau sur le puits. De ses profondeurs, un murmure montait, presque imperceptible. Une voix familière. Une voix aimée. Naya. La flûte. Dans la boîte. Sous l'autel. Elle ferma les yeux. Elle savait ce qu'elle devait faire. Naya ne retourna pas au village par le même chemin. Son cœur battait trop vite, ses mains tremblaient encore. Mais dans son esprit, tout devenait limpide. La voix de Disa avait été claire. Sous l'autel. Dans la boîte. La flûte. Ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. C'était un appel. Lorsqu'elle arriva devant la case de Disa, l'air semblait suspendu, comme si le temps lui-même retenait son souffle. La maison était toujours fermée, abandonnée depuis la disparition de son occupante. Mais Naya connaissait la serrure. Elle força doucement la porte. Elle n'avait pas besoin de permission. À l'intérieur, la poussière recouvrait chaque surface. Les calebasses étaient restées là où Disa les avait posées. Une natte roulée, un foulard oublié sur un crochet. Rien n'avait bougé. Pourtant, tout respirait l'absence. Naya s'agenouilla devant l'autel familial, un petit autel modeste dressé au sol, composé de bougies usées, de coquillages, de kauris, de photographies en noir et blanc. Elle écarta le tissu qui le recouvrait, puis inspecta minutieusement les planches en dessous. Ses doigts trouvèrent bientôt une irrégularité.
une latte mobile. Elle l'ôta sans hésiter. Une boîte en bois apparut. Petite, carrée, finement sculptée. Le même serpent entrelacé y était gravé. Son cœur s'accéléra. Elle souleva le couvercle. À l'intérieur reposait une flûte noire, brillante, décorée de fines lignes dorées. Elle semblait ancienne mais intacte, comme si elle n'attendait que ce moment précis. Dès que ses doigts effleurèrent le bois, une chaleur étrange remonta dans son bras. Une sensation douce mais puissante, comme si des souvenirs passaient directement dans son sang. Une voix la fit sursauter. Elle n'était pas seule. Le vieil homme du village, celui qui l'avait accueillie à son arrivée, se tenait dans l'embrasure de la porte. Il la regardait sans colère, avec une gravité tranquille. « Tu l'as trouvée, dit-il simplement. Naya se redressa, la flûte toujours en main. « Vous saviez ? Je savais que la flûte attendait. Et je savais que quelqu'un finirait par venir la chercher. Une fille avec la lumière dans les yeux et la douleur dans le cœur. »« Qu'est-ce que c'est, exactement » murmura-t-elle. « C'est un instrument, mais aussi un souvenir. Un pouvoir transmis de mère en fille. Elle appartenait à Abéni, ta bisaïeule. C'était la gardienne. Celle qui veillait sur le pacte entre les hommes et les esprits. » « Le serpent, ajouta Naya. Ce n'est pas une créature maléfique, n'est-ce pas ? Non. C'était un gardien. Un esprit protecteur de Bika. Mais les hommes, parfois, brisent ce qu'ils ne comprennent pas. Un jour, un homme a trahi le pacte. Il s'est lié au serpent, a volé une partie de son essence, et l'a utilisé pour séduire, pour manipuler, pour dominer. Ce qu'on appelle aujourd'hui Eloko n'est plus tout à fait un homme, ni un esprit. Il est un fragment brisé. Et la flûte, que peut-elle faire ? Elle peut l'attirer, le contenir, le forcer à écouter. La musique est l'unique chose qui traverse les mondes. Mais elle ne peut être jouée que par une gardienne. Par toi. Je ne sais pas en jouer. Tu n'as pas besoin de savoir. Le sang se souvient à ta place. Mais il y a un prix. Si tu l'utilises, tu ne pourras plus jamais ignorer ce que tu es. Il n'y aura pas de retour à la vie d'avant. Je n'ai jamais eu de vie d'avant. Le vieil homme hocha lentement la tête, puis tourna les talons. Avant de partir, il ajouta calmement. Va au Sombi. Là où le pacte a été brisé. Là où tu devras le refermer. Cette nuit-là, Naya ne dormit pas. Elle s'assit devant l'autel, la flûte sur les genoux, les yeux fixés sur la flamme d'une bougie. Dans le silence, elle entendait des échos. Des chants de femmes, des cris étouffés, le souffle d'un serpent immense. Elle sentait leur présence, non pas pour la hanter, mais pour la guider. Au lever de la lune, elle quitta la case. Elle portait une robe blanche simple, une corde de perles autour du cou, et la flûte nouée dans son dos. Elle marcha lentement jusqu'aux limites du village, là où la forêt prenait ses droits. Elle n'avait plus peur. Elle n'était plus une étrangère. Elle était une mémoire qui marchait. Une voix qui s'élevait. Et au fond de la gorge des esprits, une ombre l'attendait, tapie entre les pierres et les silences. Le sol vibrait sous les pieds de Naya alors qu'elle approchait du cercle sacré. L'air était lourd, saturé d'un murmure ancien, comme si la forêt entière tenait son souffle. Au centre de la gorge des esprits, le vieux puits de pierre semblait palpiter, vivant, comme un cœur endormi sur le point de se réveiller. Naya s'arrêta à quelques pas du puits. La flûte dans ses mains semblait plus chaude qu'avant, pulsant doucement contre ses paumes. Autour d'elle, la lumière de la lune filtrait à peine entre les feuilles épaisses, dessinant des ombres mouvantes sur les pierres. Puis il arriva. Lentement, sans bruit, comme une ombre devenue chair. Eloko. Sa silhouette semblait étirer la nuit autour de lui. Son boubou noir flottait légèrement, et ses yeux, dorés comme l'ambre en fusion, brillaient d'une lumière inhumaine. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Son visage n'était plus aussi serein. Il semblait inquiet. « Tu l'as apporté. La flûte. » Naya ne répondit pas. Elle sentait la tension vibrer dans l'air comme un fil prêt à se rompre. « Tu veux me renvoyer dans la pierre. Crois-tu que cela effacera ce qui a été fait ?» Elle s'approcha du puits sans le quitter des yeux. La flûte vibrait davantage, comme si elle reconnaissait le lieu. Le serpent de la veille, figé dans la pierre, reposait non loin. Son regard semblait toujours vivant. « Ce que tu as fait ne s'effacera pas, » répondit-elle. « Mais ce que je fais maintenant empêchera d'autres de disparaître. » Eloko s'avança d'un pas. Sa peau semblait parcourue de reflets écaillés. Il n'était plus tout à fait humain, mais pas encore bête. Son corps oscillait entre deux natures, comme prisonnier de son propre sort. Elles ont choisi, Naya. Elles sont venues vers moi. Elles m'ont supplié de les libérer de leur douleur.
Tu les as vidés de leur lumière, murmura-t-elle. Tu as profité de leur fragilité pour te nourrir de ce qu'elles avaient de plus pur. Un silence s'étira. Puis, doucement, une brume s'éleva autour du puits. Des formes se dessinaient dans l'air. D'abord floues, presque irréelles. Puis plus nettes. Des silhouettes de femmes. Légères, translucides, mais reconnaissables. Leurs yeux étaient ouverts, leurs visages paisibles. Certaines tenaient des colliers, d'autres des fleurs fanées. Et au milieu d'elles, Disa. Naya sentit ses jambes se dérober. Elle tomba à genoux, incapable de détourner le regard. Disa flottait vers elle, son visage lumineux, intact. Elle n'était ni triste ni en colère. Elle était calme, présente. Naya, je savais que tu viendrais. La voix était douce, comme un souvenir d'enfance. Je t'ai cherché partout. J'ai cru devenir folle. Tu m'as entendu. Tu as suivi mon appel. C'est tout ce qui comptait. Naya tendit la main vers elle, mais leurs doigts ne se touchèrent pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a pris ce que je n'arrivais plus à porter. Mon chagrin, mes regrets. Mais en échange, il a volé ma lumière, mon chant, et ceux des autres. Eloko recula d'un pas. Les esprits le fixaient à présent. Il semblait plus petit, plus fragile. L'illusion de puissance s'effaçait. Naya se releva lentement. Elle regarda sa flûte, puis leva les yeux vers son ami. « Tu peux encore partir? » « Non. Mon corps est retourné à la terre. Mais mon chant peut être libéré. Il faut jouer, Naya. Il faut fermer le cercle. » Elle hocha la tête, inspira profondément, et porta la flûte à ses lèvres. Les premières notes furent hésitantes. Puis le souffle se stabilisa. Une mélodie ancienne s'éleva dans la clairière, tissée de douleur, de mémoire et d'amour. Les arbres eux-mêmes semblèrent frissonner. Eloko hurla. Sa voix se déchira dans l'air comme un cri de bête traquée. Il tomba à genoux, le corps agité de soubresauts. La brume s'enroula autour de lui. Les esprits tournaient lentement, dans un cercle de lumière douce. « Tu ne peux pas m'effacer, cria-t-il. Je suis une partie de vous toutes. » Mais la musique ne s'arrêta pas. Elle montait, pure et implacable. Chaque note clouait une vérité. Chaque souffle refermait le pacte. Eloko fut aspiré dans la brume, dans le puits, dans la pierre. Son dernier regard croisa celui de Naya. Il n'y avait plus de haine. Juste une fatigue infinie. Puis il disparut. Les esprits se tournèrent une dernière fois vers Naya. Disa sourit. « Tu as ramené la lumière. » Puis elles s'évanouirent dans le vent, comme un dernier soupir. Naya tomba à genoux, la flûte encore tiède entre ses mains. Elle avait retrouvé Disa. Et elle avait compris que certaines pertes ne s'effacent pas. Elles se chantent, pour que d'autres n'oublient jamais. Le ciel de Bika s'était teinté d'une clarté étrange. La lune, ronde et massive, trônait au-dessus de la canopée, baignant le village d'une lumière pâle presque irréelle. Tout semblait suspendu. Les arbres ne bougeaient pas, le vent ne soufflait plus. Même les grillons s'étaient tus. C'était la nuit des esprits. Celle où les vivants doivent marcher avec précaution. Naya se tenait seule au centre du cercle de pierre, là où la terre semblait respirer par à-coups. La flûte reposait entre ses mains. Sa peau brillait de sueur, mais son regard était fixe, déterminé. Elle avait préparé ce moment toute la journée, nettoyé ses pensées comme on purifie un autel. Aucun doute, aucun regret ne devait troubler le chant. Elle sentit une vibration dans l'air, comme une onde invisible qui fendait le silence. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qu'il arrivait. Ses pas n'émettaient aucun son. Pourtant, son énergie s'imposait, froide et dense, comme une présence qui aspire la lumière. Eloko apparut au bord du cercle. Il n'avait plus tout à fait l'apparence d'un homme. Son visage était plus anguleux, ses pupilles fendues comme celles d'un reptile. Des reflets sombres parcouraient sa peau, semblables à des écailles. Son souffle faisait trembler l'herbe autour de lui. « Tu es venu seul. Tu crois pouvoir me contenir avec une flûte et un rêve de justice? » « Je ne suis pas seule, » répondit Naya. « Toutes celles que tu as brisées sont là, en moi. Et ce n'est pas de justice que je parle. C'est de mémoire. » Eloko fit un pas dans le cercle. Le sol se mit à vibrer plus fort. Les pierres autour d'eux brillèrent faiblement, réveillées par sa présence. Il leva une main, et dans un murmure presque tendre, il demanda pourquoi elle persistait. Pourquoi elle refusait de simplement oublier, comme tant d'autres avant elle. Naya répondit que l'oubli était une forme de mort, et que la seule façon d'honorer les disparus, c'était de leur rendre leur voix. « Tu veux me celer, dit-il en s'approchant. Mais sais-tu ce que cela signifie vraiment?
Tu devras m'affronter dans ton propre reflet. Je suis ta colère, ton doute, ta part d'ombre. Je suis ce que tu caches derrière ton courage. Alors regarde-moi, dit-elle en élevant la flûte. Elle souffla. La première note fut douce, fragile, presque timide. Puis une deuxième, plus profonde. Une troisième, vibrante. La mélodie se forma lentement, comme un fil tendu entre le monde des vivants et celui des esprits. Autour d'eux, le vent se leva brusquement. Les arbres se courbèrent comme pour écouter. La lumière de la lune se mit à trembler. Eloko gronda, la voix déformée par une douleur ancienne. Tu joues le chant de la gardienne. Celui qui scelle les pactes. Celui qui enferme. Naya continua. Les notes coulaient comme une rivière. Les symboles gravés dans les pierres s'illuminèrent, traçant un cercle de feu blanc autour d'eux. Eloko tenta de s'approcher, mais son corps était comme retenu. Il hurla. Sa voix n'était plus humaine. C'était un cri d'ombre et de rage, qui fit vibrer la terre. Elle ne s'arrêta pas. Chaque souffle qu'elle envoyait dans la flûte refermait un souvenir. Un cri. Une larme. Elle entendait les chants des femmes derrière elle. Elle sentait leurs mains sur ses épaules. Elle n'était pas seule. Le corps d'Eloko commença à se fragmenter. Des fissures apparurent sur sa peau. Il tenta de résister, de crier, de supplier. Il tendit les bras vers Naya, implorant une dernière fois. Je peux changer. Je peux redevenir ce que j'étais. Elle secoua la tête, sans haine. Tu as eu des siècles. Tu as fait ton choix. La dernière note fusa, claire comme une cloche dans le silence. Le sol s'ouvrit doucement sous les pieds d'Eloko. Une lumière dorée l'engloutit. Son corps se dissout dans l'air, comme de la cendre portée par le vent. Puis le calme revint. Brutal, immense. Plus rien ne bougeait. Naya resta debout, le souffle court. Ses mains tremblaient encore. Elle regarda les pierres autour d'elle, désormais éteintes. Le cercle était refermé. Elle tomba à genoux, laissant la flûte glisser dans l'herbe. Son cœur battait encore fort, mais cette fois, c'était de soulagement. Elle avait affronté l'ombre. Et elle avait chanté pour la lumière. Le soleil se leva lentement sur Bika, perçant la brume matinale d'une lumière douce et dorée. Les toits de chaume scintillaient sous la rosée. Un calme étrange régnait sur le village, non pas le silence lourd d'avant, mais une quiétude nouvelle, presque sacrée. Les habitants s'éveillaient comme après un long rêve. Ils sortaient de leurs cases sans bruit, échangeaient des regards incertains, comme s'ils percevaient que quelque chose, au fond des choses, avait changé. Naya, elle, était déjà debout. Elle se tenait près du cercle de pierre, là où tout s'était terminé. Ou peut-être où tout avait recommencé. Elle fixait la flûte posée dans l'herbe, immobile, silencieuse, comme un cœur apaisé. Le vent du matin effleurait son visage. Son pagne blanc était froissé, sali par la terre de la veille, mais elle ne voulait pas le changer. Il portait la mémoire du combat. Elle entendit des pas derrière elle. C'était Adaku, la plus ancienne femme du village, soutenue par une canne sculptée. Son regard, malgré les années, était vif, pénétrant. Elle s'approcha lentement et s'arrêta à quelques mètres de la jeune femme. « Tu as refermé la boucle, » dit-elle simplement. Naya ne répondit pas tout de suite. Elle observa l'espace autour d'elle. Les pierres étaient redevenues ternes. La terre avait retrouvé son silence. Mais ce silence-là ne faisait plus peur. Il était paisible. « Il ne reviendra pas, » dit-elle enfin. « Mais je sais qu'il y en aura d'autres. D'autres ombres, d'autres voix qu'on essaiera d'étouffer. » C'est pour cela que la mémoire existe, répondit Adaku. Pour que les ténèbres ne s'installent pas là où la lumière a déjà été. Elles restèrent un moment en silence, regardant le soleil monter. Puis Adaku tendit lentement la main et la posa sur l'épaule de Naya. Tu n'es plus seulement la fille venue d'ailleurs. Tu es l'écho de celle qu'on a oubliée. Et désormais, tu es leur voix. Naya acquiesça. Elle savait au fond d'elle que quelque chose s'était brisé, mais aussi qu'autre chose venait de naître. Elle avait changé. Le monde avait changé avec elle. Les jours suivants, le village reprit vie. Les enfants recommencèrent à courir dans les sentiers. Les femmes, plus nombreuses qu'avant à se rassembler, racontaient des histoires à voix haute. Des histoires qu'elles avaient eues pendant trop longtemps. Elles ne parlaient pas d'Eloko. Elles parlaient de Disa, de Mira, de Binta, de toutes celles qui avaient disparu sans qu'on ose poser de mots sur leur absence. Un matin, Naya fut invitée à parler aux enfants près de l'arbre sacré. Ils s'assirent autour d'elle, curieux. Une fillette leva la main et demanda timidement si c'était vrai que Naya avait parlé au serpent. Elle sourit, baissa les yeux vers la flûte qu'elle tenait toujours près d'elle, et répondit que le serpent n'était ni bon ni mauvais.
Il était gardien. Il ne fallait pas le craindre, mais le comprendre. Et si un jour il revenait, demanda un garçon aux yeux ronds, est-ce que tu le renverrais encore dans la pierre? Elle secoua la tête doucement. Non. Je ne pourrai pas le faire éternellement. Mais alors, peut-être que ce sera à l'une d'entre vous. Ou à l'un de vous. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec toutes celles qui m'ont précédé. Leur force vit en nous. Et tant qu'on se souvient d'elles, les ténèbres ne gagnent pas. Le soir même, une veillée fut organisée. Pour la première fois depuis des années, les tambours résonnèrent à Bika. Des chants montèrent dans la nuit. On dansa autour du feu, non pour oublier, mais pour honorer. Naya se tint en retrait, observant la joie renaissante avec un sourire discret. Elle ne voulait pas être au centre. Elle voulait juste que la lumière demeure. Plus tard, elle retourna une dernière fois au cercle de pierre. Elle posa la flûte sur le sol, devant la statue pétrifiée du serpent. Elle ferma les yeux. « Tu n'es plus mon fardeau, » murmura-t-elle. « Tu es ma mémoire. Et je te confie au silence. » Elle fit demi-tour sans se retourner. Le vent souffla doucement derrière elle. Un souffle paisible, ancien, presque reconnaissant. Bika était désormais libre. Et dans chaque respiration du village, une promesse naissait, celle de ne plus jamais taire ce qui doit être entendu. Ainsi s'achève l'histoire de Naya, là où tout avait commencé, dans le silence. Un silence désormais chargé de voix retrouvées. Elle n'était pas une guerrière envoyée pour sauver Bika, ni une élue au destin glorieux. Elle était une fille qui a écouté. Une mémoire vivante. Une héritière de celle qu'on avait voulu faire taire. En suivant l'écho de son ami disparu, elle a réveillé des vérités anciennes, affronté l'ombre, et offert au village la lumière qu'on croyait perdue. Cette légende, à la croisée du mystère et de l'héritage, nous rappelle que le vrai courage, parfois, ne consiste pas à combattre avec des armes, mais à oser se souvenir. À oser parler là où le silence s'est imposé trop longtemps. Si cette histoire vous a touché, intrigué ou simplement donné envie d'en découvrir d'autres, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires venues des terres profondes de l'Afrique, et laissez un commentaire. Qu'auriez-vous fait à la place de Naya? Le silence est-il une protection? Ou une prison? Merci d'avoir écouté. Et n'oubliez jamais, les ombres ne gagnent que lorsqu'on cesse d'écouter.